89. Je n'ai pas débouché le champagne. Je n'ai appelé personne. Je suis juste resté là, à 74 ans, regardant le soleil se lever sur mon jardin à la périphérie de Lyon, et j'ai pensé à quel point rien de tout cela ne signifiait ce que c'était censé signifier. C'était ce matin-là. Tout était sur le point de s'effondrer d'une manière que je n'avais pas vu venir, à commencer par un appel téléphonique de l'homme en qui je pensais pouvoir avoir une confiance absolue. Je m'appelle Gérard Lefebvre. Pendant 40 ans, j'ai bâti Mécanique de Précision Lefebvre, partant d'un petit atelier au fond d'un garage pour en faire l'une des entreprises de sous-traitance les plus respectées de la région Rhône-Alpes. Nous fabriquions des composants spécialisés pour des clients de l'aérospatiale, de minuscules pièces complexes qui devaient être parfaites parce que l'imperfection dans mon industrie ne signifiait pas un simple rappel de produit, cela signifiait une catastrophe à 10 000 mètres d'altitude. J'avais tout investi dans cette entreprise, ma santé, mes week-ends, mes cheveux. 3 mois après le décès d'Hélène d'un cancer du pancréas en 2020, j'étais de retour à l'usine à 6 heures du matin car rester assis dans une maison silencieuse était une forme de chagrin pour laquelle je n'avais pas de vocabulaire. Le travail était la seule langue que je savais encore parler. Lorsque l'offre d'acquisition est venue d'Aero Atlantic Systems à l'automne de l'année dernière, ce ne fut pas une surprise. Je m'y préparais discrètement depuis 2 ans. 12 millions d'euros pour l'acquisition complète des actifs, de la propriété intellectuelle et des contrats clients. Propre, équitable, le chiffre que mon conseiller financier m'avait dit de viser. J'ai confié le dossier à mon avocat depuis 25 ans, un homme nommé Bernard Dupuis. Bernard avait 68 ans, les cheveux argentés, et c'était le genre d'homme qui vous faisait vous sentir en sécurité simplement par sa présence. Nous avions tout traversé ensemble, la succession d'Hélène, un procès avec un ancien fournisseur, un différend fiscal avec l'administration qui m'avait vieilli de 5 ans. J'avais confiance en Bernard Dupuis comme en très peu de personnes dans ce monde, totalement et sans condition. C'est pourquoi, lorsqu'il m'a appelé 3 jours avant la signature finale, ce qu'il a dit m'a coupé le souffle. « Gérard, dit-il, sa voix plus basse que d'habitude, prudente d'une manière qui me fit me redresser sur ma chaise. J'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de dire quoi que ce soit. » Très bien, répondis-je. Quand cet accord sera conclu, quand la nouvelle de la vente se répandra, j'ai besoin que tu dises aux gens que ça s'est mal passé, que tu as vendu à perte, que l'entreprise a coulé et que tu as à peine récupéré ce que tu avais investi. Il fit une pause. J'ai besoin que tu dises à mon fils que tu as fait faillite. Le silence qui suivit fut si long que j'ai cru que la communication avait coupé. Bernard, ai-je fini par dire, de quoi parles-tu enfin? Je sais comment cela sonne, mais je te le demande en tant qu'ami, en tant que quelqu'un qui est à tes côtés depuis plus de 2 décennies. S'il te plaît, fais juste cette chose pour moi. Je lui ai demandé pourquoi. Il ne voulut pas me le dire. Il a dit que c'était compliqué. Il a dit qu'il expliquerait tout bientôt, mais que pour l'instant, il avait juste besoin de ma parole. Quand j'ai insisté davantage, sa voix s'est brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue chez Bernard Dupuis en toutes ces années. Et cette fêlure chez un homme que j'avais toujours cru incassable m'a effrayé plus que tout ce qu'il avait dit. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Il m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps à me donner. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis allongé du côté du lit d'Hélène, je ne dormais toujours que de mon côté 3 ans plus tard, et j'ai fixé le plafond en essayant de comprendre. Bernard avait un fils prénommé Baptiste, 32 ans, beau garçon, charmant de cette manière facile des jeunes hommes à qui on n'a jamais dit non. J'avais rencontré Baptiste lors des réceptions de Bernard au fil des ans. Un gars de la finance, me souvenais-je, dans le capital investissement, toujours habillé comme s'il avait un rendez-vous plus important ailleurs. Le lendemain matin, j'ai appelé mon petit-fils Julien. Il avait 28 ans, travaillait dans la technologie à Grenoble et avait un don pour trouver des informations que j'avais toujours trouvées à la fois impressionnant et légèrement inquiétant. Je ne lui ai pas tout dit. Je lui ai juste donné le nom de Baptiste Dupuis et j'ai dit que j'avais besoin de comprendre sa situation professionnelle. Julien m'a rappelé 4 heures plus tard. « Grand-père, dit-il lentement. Où as-tu eu ce nom? Pourquoi? Parce que Baptiste Dupuis dirige un fonds privé qui, d'après ce que je peux voir, est en de graves difficultés. Il y a des messages sur un forum de finance provenant d'investisseurs qui disent n'avoir reçu aucun relevé depuis des mois. Quelqu'un a déposé une plainte auprès de l'AMF il y a 3 semaines. Une pause.
L'argument principal du fonds auprès des investisseurs était qu'il disposait d'un flux d'affaires exclusif avec des cessions d'entreprises industrielles de grande valeur dans la région. J'ai posé le téléphone sur la table de la cuisine et j'ai regardé mon jardin pendant un long moment. Le fils de Bernard avait utilisé les relations clients de son père, il m'avait utilisé moi, ma réputation, mon nom à mon insu pour attirer des investisseurs dans un fonds. Et maintenant, quelque chose avait mal tourné. Et si la nouvelle se répandait que Gérard Lefebvre avait vendu pour 12 millions d'euros au lieu de faire faillite, l'histoire que Baptiste racontait à ses investisseurs s'effondrerait. Les gens poseraient des questions. L'AMF aurait un fil beaucoup plus clair à tirer. Bernard ne me demandait pas de protéger son fils de l'embarras. Il me demandait de protéger son fils d'une enquête pénale fédérale. Je me suis rendu au bureau de Bernard le lendemain matin sans prévenir. Son assistante a essayé de m'arrêter. Je suis passé devant elle. Il était à son bureau quand je suis entré. Il a levé les yeux et je l'ai vu immédiatement. La résignation dans son regard, l'épuisement d'un homme qui avait déjà vécu le pire de tout cela et qui attendait juste que le reste arrive. Je sais, ai-je dit. Je ne me suis pas assis. Je sais pour le fonds de Baptiste. Je sais pour les investisseurs. Je sais pour la plainte à l'AMF. Bernard ferma les yeux. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Je l'ai découvert il y a 6 semaines. Sa voix était à peine un murmure. Il m'a dit ce qu'il avait fait. Il m'a demandé de l'aider à gérer la situation. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que ce qu'il avait fait était mal, qu'il avait utilisé mes clients sans mon consentement. Il ouvrit les yeux. Mais c'est mon fils Gérard. C'est mon fils. Je comprends cela, ai-je dit. Et que Dieu me pardonne, je le comprenais vraiment. J'avais des enfants. J'avais un fils qui avait fait des erreurs qui m'avaient coûté du sommeil et de l'argent. Mais ce que tu m'as demandé de faire, c'est de couvrir une fraude. Tu m'as demandé d'être l'accessoire d'un mensonge qui pourrait envoyer ton fils en prison pour encore plus longtemps une fois qu'ils auront tout démêlé. Parce qu'ils finiront par tout démêler Bernard. Ils le font toujours. Il n'a pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Je vais conclure ma vente, lui ai-je dit avec franchise. Et je ne vais pas être l'homme qui couvre cela, mais je ne vais pas non plus être l'homme qui appelle les autorités contre toi. J'ai ramassé mon manteau sur la chaise. Ce que tu feras ensuite, ce que Baptiste fera ensuite, cela ne regarde que vous deux et ce qu'il vous reste de conscience, mais j'en ai terminé. Je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. La transaction a été finalisée 4 jours plus tard. 12 millions d'euros, exactement comme négocié. Ma nouvelle avocate, une femme vive nommée Maître Valérie Marchand que Julien m'avait recommandée, a géré les derniers documents sans la moindre complication. J'ai appris par des contacts communs environ 6 semaines plus tard que Baptiste Dupuis avait engagé un avocat pénaliste de renom. L'enquête de l'AMF était devenue officielle à ce moment-là. Bernard avait discrètement démissionné de son cabinet et, d'après ce que j'avais compris, coopérait avec les autorités. Je ne me sentais pas bien par rapport à ça. Je veux être clair là-dessus. Il n'y a rien de satisfaisant à regarder un homme que vous avez respecté pendant 2 décennies être consumé par les choix de son fils et par sa propre incapacité à dire non à un enfant qu'il aimait trop pour le tenir responsable. Je savais ce que c'était d'aimer ses enfants au point d'en devenir stupide. Hélène disait souvent que c'était la taxe que l'on payait pour la parentalité. Que l'amour rendait fous les gens les plus sages. Elle avait raison. Elle avait presque toujours raison. Je prends toujours mon petit déjeuner à cette table de cuisine. Du muesli ou du pain dur. La plupart des matins, les vieilles habitudes ne s'abandonnent pas facilement. Je regarde le jardin d'Hélène que j'entretiens du mieux qu'un homme de 74 ans avec de mauvais genoux peut le faire, et je pense à ce que signifie construire quelque chose d'honnête dans un monde qui vous offre constamment des chemins plus faciles et plus sombres. Pendant 40 ans, chaque composant que nous avons fabriqué était parfait parce que l'imperfection n'était pas une option. Pas à 10 000 mètres d'altitude. J'ai décidé il y a longtemps que je vivrais ma vie de la même manière. 12 millions d'euros n'ont pas changé cela. Un avocat qui l'a oublié non plus. Il y a des choses qui ne se négocient pas. Cette histoire nous plonge au cœur d'un dilemme moral déchirant où l'intégrité professionnelle se heurte à la loyauté amicale et paternelle. Le personnage de Gérard incarne cette vieille école de l'artisanat industriel français, où la précision d'une pièce mécanique reflète la droiture de l'âme. À travers son regard,
On perçoit la solitude de la réussite financière lorsqu'elle est entachée par la trahison de ceux en qui l'on avait placé une confiance aveugle. Le récit souligne une vérité amère, l'amour parental, bien que noble, peut devenir un poison s'il pousse à sacrifier ses principes ou à masquer la réalité. Bernard, en voulant sauver son fils des conséquences de ses actes, n'a fait qu'aggraver sa propre chute, illustrant parfaitement l'idée que le mensonge est une fondation bien trop fragile pour protéger ceux que l'on aime. Au final, Gérard choisit la voie de la vérité, non par méchanceté, mais par respect pour les 40 années de travail acharné qu'il laisse derrière lui. Son héritage ne se mesure pas seulement aux millions sur son compte, mais à la clarté de sa conscience alors qu'il contemple son jardin. Et vous, qu'en pensez-vous? Si un ami de 20 ans vous demandait de mentir pour sauver son enfant d'une grave erreur judiciaire ou financière, seriez-vous prêt à sacrifier votre réputation et votre honnêteté par loyauté, ou pensez-vous que chacun doit assumer les conséquences de ses actes? Peu importe les liens qui nous unissent. Partagez votre avis dans les commentaires.